Rebonjour, j'espère que vous avez apprécié le repas de ce midi. Vous n'êtes pas trop fatigué. Là, on va rentrer dans un talk qui va bien vous réveiller. On va parler de job queue, de précisément plus du queuing et d'autant plus du Kubernetes Native Queue Job. Je laisse Laurent rentrer sur scène, il vous en dira beaucoup plus. Applaudissez-le. Merci. Donc bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va parler un petit peu de queue, donc de Kubernetes Native Job Queuing. Et vous allez voir que c'est dans les use cases un petit peu particuliers, c'est souvent associé à la data, à l'IA, et on va un peu voir tout ça. Et il y a beaucoup de démos aussi, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Je me présente, donc je m'appelle Laurent Grangeau, je suis Cloud Solution Architect aujourd'hui chez Google. Je suis aussi organiseur du meetup Docker Kubernetes et Serverless de Paris. Je fais beaucoup de choses à côté. Je donne des cours sur Open Classroom. D'ailleurs, petite pub pour moi, il y a un nouveau cours Kubernetes qui vient de sortir sur Open Classroom il y a un petit mois. Allez-y, j'ai vraiment mis du temps là-dessus, donc si ça peut vous faire plaisir, n'hésitez pas. Je donne des cours aussi dans des écoles, principalement sur Kube, sur Docker, sur la DevOps, le cloud et compagnie. Et je suis speaker aussi à des conférences tech comme aujourd'hui. Du coup, on a parlé un petit peu de queue. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, c'est peut-être un petit peu petit, mais on va essayer de faire ensemble. En gros, queue, c'est un système de queuing de job dans Kubernetes. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'il existe plein de queuing différents. C'est en gros pour des clusters qui ont des ressources limitées et des contraintes limitées. On va faire en sorte d'avoir des queues, donc pour avoir des jobs, pour pouvoir traiter une priorité par rapport à des besoins. Je prends un use case très concret. Tout le monde parle en ce moment de GenAI, de l'LLM, d'entraînement d'IA, donc évidemment, tout le monde veut en faire. Il se trouve que je suis responsable d'une solution qui fait de l'AI en GKI, d'accord. Et pour faire de l'IA, on a besoin de GPU et de TPU, et on a besoin effectivement de les consommer. Le problème, c'est que dans une entreprise, généralement, on n'a pas des budgets illimités, donc on ne peut pas créer des clusters avec 10 000 GPU ou 40 000 TPU. Et du coup, il va falloir prioriser les différents jobs et savoir qui va en premier ou qui fait quoi. Du coup, on a créé Queue pour justement gérer cette priorité-là en disant, bah voilà, le principe, c'est que toutes les équipes balancent sur un même et seul cluster les jobs et que Queue, lui, fait en sorte de balancer tout ça et de consommer la ressource dès qu'elle est disponible. Alors, Queue, ça se base sur plusieurs choses et on va voir un petit peu en détail comment ça fonctionne. En gros, ce qui est intéressant avec Queue, c'est que c'est certes une nouvelle façon, enfin un nouveau produit à installer sur Kubernetes, mais ça consomme les primitifs de Kubernetes, ce qui fait que vous n'avez pas beaucoup de choses à redévelopper. Typiquement, ça se base sur tout ce qui est job et job set, donc quelque chose qui existe déjà chez Kubernetes. Ça va enrichir les jobs et job set, et ça va permettre justement de jouer avec tout ça. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on a deux personas, donc vous voyez, il y a deux personas, le jaune et le vert. Le persona admin, lui, va installer Queue, il va configurer Queue pour pouvoir consommer dans des fils locales et des fils de cluster les différents jobs. Et on a les utilisateurs, donc je sais pas moi, les développeurs, les data scientists, les researchers, je ne l'ai pas en français, les chercheurs en français, qui vont, eux, envoyer les jobs et Queue va faire le travail. En gros, comment ça fonctionne? Donc, c'est qu'un utilisateur va créer un job, donc on va définir un YAML job dans Kube, l'envoyer à Kubernetes, et Queue, lui, va l'accepter par rapport à des quotas, par rapport à un ordre. On verra aussi qu'on peut faire pas mal de choses, on peut faire de la priorité, on peut faire de la consommation de quotas, c'est assez intéressant. Ensuite, il va envoyer le job sur le bon node pool, donc sur la bonne machine qui va contenir un petit peu toutes les contraintes qu'on a en termes de CPU, en termes de stockage, en termes de GPU, en termes de RAM, et va pouvoir démarrer ou arrêter les jobs par rapport à ces contraintes. Une fois que ça a été balancé à un nœud, en gros, ce qu'on peut faire aussi, on verra ça à la fin avec DWS, on peut créer aussi des nouvelles machines basées sur des ressources qu'on n'a potentiellement pas créées. On verra ça à la fin. Et enfin, une fois que tout ça a été admis en termes de contrôleur, on va créer le pod, on va donc dérouler le pod, faire le job et donc faire le travail.
Là, je vous parle d'un use case qui est le use case plutôt GenAI, parce que c'est un petit peu ce dont on parle en ce moment. Mais on peut très bien imaginer avoir, je ne sais pas moi, un cluster de nœuds FFmpeg qui vont faire du transcoding sur Twitch ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Faire du HPC aussi, des use cases de HPC, donc de High Performance Computing, où on va juste balancer du code et lui va se débrouiller pour scaler et envoyer tout ça sur les nœuds. Donc on a vraiment pas mal de choses. Typiquement, les gros verticaux qu'on target avec ça, c'est tout ce qui est FSI, donc tout ce qui est services de finance, healthcare et life sciences, donc tout ce qui est big pharma, etc. Et évidemment, GenAI et compagnie. Du coup, maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous expliquer un petit peu en détail comment ça fonctionne. Alors la première chose qu'on va définir, donc vous voyez ici sur le fameux 0, la batch admin, c'est marqué qu'il va créer des flavors et des queues. Okay, donc la première chose à faire, c'est de créer une ressource flavor qui va définir au sein du cluster toutes les ressources qu'on pourrait consommer. Typiquement, on va pouvoir définir des flavors qui sont des machines on-demand, des machines réservées, des machines spot, donc par rapport aux besoins qu'on veut faire. Typiquement, je ne sais pas, moi, si on veut consommer que du spot, donc envoyer des jobs et que le job vienne sur une machine spot, on va pouvoir définir un flavor qui va être targeté au niveau du spot. On est capable de faire ça aussi au niveau de l'architecture, x86, ARM. Je sais que ARM en ce moment, c'est en train de monter en puissance, même pour l'inférence, donc du coup, c'est intéressant. Et enfin, pour moi, le use case principal, c'est vraiment d'avoir des GPU et des TPU. Et donc, on va définir typiquement des machines avec des GPU et des TPU, comme ça, qu'on va définir un job avec, je ne sais pas moi, consommons 4 GPU. Il va pouvoir envoyer le job à la bonne machine et donc, du coup, faire de la consommation de 4 GPU en parallèle. Donc ça, c'est la première étape. On va définir une ressource flavor. Et vous allez voir qu'ensuite, grâce à des annotations, on va pouvoir envoyer ces différents jobs sur les machines. Une fois qu'on a créé les ressources flavor, on va créer ce qu'on appelle un cluster queue. Une cluster queue, c'est une file d'attente qui est vraiment full cluster et qui va juste démarrer ou arrêter les jobs par rapport à des ressources. Okay, donc on va définir les quotas, on va définir les consommations, les limites, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle du fair sharing, ça veut dire de la partage de ressources équitable par rapport aux besoins. Typiquement, on va privilégier, je ne sais pas moi, peut-être un job avec 4 GPU plutôt qu'un autre. Une fois qu'on a créé ces cluster queues, on va pouvoir les regrouper dans des cohortes. Alors ça, c'est ultra intéressant, puisqu'il faut bien imaginer que dans un déploiement entreprise, donc on va avoir un gros cluster partagé par tout le monde. On va avoir donc des cluster queues et des cohortes, et on va pouvoir emprunter des ressources à d'autres cohortes. Ça veut dire qu'on va pouvoir imaginer que les cohortes, ce sont des regroupements d'équipes. Donc une cohorte data, une cohorte IA, une cohorte chercheur. Et dans ces cohortes-là, on va avoir des ressources qui sont limitées, et donc des cluster queues. Okay, je vous montrerai tout ça dans le code en détail tout à l'heure. Une fois qu'on a créé des cohortes, ensuite, on va créer aussi des local queues, et c'est là où on va commencer à pouvoir envoyer des charges de travail. Et donc, chaque local queue est propre à chaque équipe, normalement à son namespace dédié, et en gros, va pointer sur un cluster queue, et le cluster queue, lui, va manager tout seul toutes les ressources. OK ? Comment ça se matérialise au sein du cluster cube? Donc on a les nœuds qui sont en dessous. Vous voyez qu'on a pas mal de nœuds avec des labels de type standard, donc on a des nœuds on-demand. On a des labels spot, donc c'est des machines qui ne sont pas présentes tout le temps. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous connaissez le principe de spot instance, mais en gros c'est le principe de l'offre et de la demande. On est prêt à payer moins cher, mais pour avoir des ressources qui sont préemptives, mais qui sont limitées dans le temps. Et enfin, on a des nœuds qui sont des nœuds GPU, ou TPU, hein, nous on a des TPU aussi, et on va définir ces différents ressources flavor, et par-dessus, on va avoir des cluster queues qui vont être dans des cohortes. Okay, et donc, le but du jeu, c'est qu'on va s'amuser à jouer avec tout ça, et à envoyer des jobs, et on va voir comment ça fonctionne. Et c'est là où je passe aux démos, et c'est là où on va prier pour que ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que normalement, j'ai déjà créé un cluster. Donc, je vais vous le montrer ici. Tac, je vais vous mettre en grand. Hop, le cluster est déjà démarré. Et
parce que ça prend un petit peu de temps, donc j'ai déjà anticipé. Donc on a un cluster ici qui s'appelle QDemo, ça tombe bien, qui a deux node pools. Donc un node pool principal où on va pouvoir démarrer un petit peu n'importe quoi, qui sont à base de CPU et de RAM, et un autre pool qui s'appelle des NVIDIA T4. Donc c'est un autre pool qui va avoir des GPU de type T4 et qui, lui, vous voyez, a pour l'instant 0 nœud. D'accord ? Donc le principe, vous avez deux node pools, un node pool avec des CPU et des GPU parce qu'on a besoin de ça pour faire tourner Cube, et un autre pool où on est prêt à envoyer des ressources dessus. Et on va essayer de voir ensemble comment les consommer. Normalement, si je récupère les credentials, je devrais avoir tout ça. Je vais vous agrandir un petit peu le terminal pour que vous voyez tout ça. Et ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va s'amuser à faire des démos. Et normalement, si ça fonctionne, ça fonctionne. Vous voyez que le cluster est essentiellement vide. D'accord ? J'ai rien fait de particulier. C'est un cluster qu'on va pouvoir démarrer sur Google. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, dans un premier temps, installer Q. D'accord ? Donc c'est un manifeste où on applique pas mal de choses. Donc ce qu'il va nous créer, c'est qu'il va nous créer des Custom Resource Definition, des rollerback, pas mal de choses. Et en gros, on va pouvoir s'amuser à balancer des workloads. En termes de Customer Resource Definition, on voit qu'on a des cluster queues, des local queues et des ressources flavor. Pour l'instant, le reste, on s'en occupe pas, on reviendra dessus tout à l'heure. Une fois qu'on l'a installé, si je regarde si tout est bien installé, hop, voilà, normalement tout est up and running, donc Q est prêt à accepter tout ce qu'on va lui envoyer, et du coup, on va s'amuser à créer un petit peu tout ce que je vous ai montré. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est qu'en termes de Custom Resource Definition, on a bien notre cluster Q, donc là pour l'instant on n'en a aucune de définie, et on va faire ça juste après. On a bien des local Q, et on a bien des ressources flavor. Pardon. Du coup, dans un premier temps, ce qu'on va faire, si je regarde vraiment le cluster, il est tout vide, donc il n'y a rien, un namespace par défaut, tous les cubes système. On va simuler la création de deux équipes, donc une team A et une team B, pour que chaque équipe puisse justement consommer et envoyer des workloads. Donc vous voyez que les teams A et team B ont été créés, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le cluster pour que justement, à chaque fois qu'on envoie des workloads dans ces namespaces, on puisse faire des traitements basés sur des ressources. Ensuite, on va appliquer donc une faveur par défaut. Alors la default favor, je vais vous la montrer. C'est juste une ressource flavor où je dis, ben voilà, c'est la ressource par défaut. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de contrainte, je n'ai rien défini. Donc du coup, ça va être celle qui, quand on va définir un job où il n'y aura rien, le job va tomber dedans. Ok, hop, je vais mettre ça. Et donc du coup, si on regarde la flavor, voilà, on a la default flavor qui a été créée. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer d'autres types de flavors que je vais vous montrer juste après, qui sont des on-demand, des reservations et des spots. Et donc là, on va s'amuser à regarder. Donc, en termes de on-demand, vous voyez qu'on a un petit peu plus de choses. Donc, on a des ressources flavor qui s'appellent GPU L4 on-demand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que ça va être des machines qui vont contenir des GPU de type L4, et on me dit, au fond, en plus grand. Comment on fait en plus grand? Non, ça c'est en triple. Écoutez, hop, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Pas plus. Ah, en plus grand comme ça, d'accord. C'est bon, au fond, vous voyez? Faut pas hésiter à me le dire, hein, moi je vois bien. Du coup, effectivement, ça va être des machines qui vont contenir des GPU de type L4, et on va être sur un mode de provisioning standard. Ça veut dire qu'on va créer des machines au fur et à mesure, et donc c'est des on-demand. Donc quand on va envoyer des workloads dans la queue, automatiquement il va créer des machines de type L4. Et je vous ai dit, en termes d'annotation, on ne change rien dans Kubernetes, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer avec les annotations de Kubernetes. On va lui dire des node taints, où en gros on va lui dire, bah voilà, il faut que tu aies des GPU, donc value true, et que ce soit on-demand true. Okay, jusque-là, rien de magique. On a la même chose sur les reservations. Donc si je vous montre donc GPU L4 reserved de type reservation, on a des GPU de type true et reserved égale à true.
Et la même chose pour les spots, où là on va être sur du spot instance en termes de provisioning, ressource type spot, GPU et spot. Donc typiquement là on a créé des différentes flavors, et si vous regardez, donc on a défini à peu près 4 flavors. Okay, et donc après on va commencer à jouer avec les cluster queues, les local queues pour pouvoir envoyer des workloads différents. Donc la seconde étape, je vous ai dit, une fois qu'on a créé les flavors, ça va être de créer les queues. Donc là, je vais créer un batch cluster queue, où le principe, ça va être de quoi faire. Ça va être de définir un peu comment se comporte ma file d'attente. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, ici, je lui ai défini que cette file d'attente, donc cluster queue, est disponible pour tous les namespaces. Okay, je pourrais filtrer par namespace en disant team A, team B ont uniquement accès à cette cluster queue. Je la mets dans une cohorte de type product A. Okay, donc vous allez voir tout à l'heure que les local queues on va définir des local queues avec différentes équipes, mais en tout cas, la cohorte, le regroupement de toutes les local queues, c'est dans la cohorte A. Ici, on a des stratégies de queuing. On va partir sur le best effort, okay, ce qui est la stratégie de queuing par défaut. Et on va lui dire, typiquement, ici, en termes de consommation de ressources, qu'est-ce que tu couvres comme ressources? Donc on couvre le CPU, la mémoire, les GPU et le stockage. Et en gros, typiquement, voilà, on va définir qu'au niveau des CPU, on a un quota nominal de 10, donc on ne peut pas consommer plus de 10 CPU. On ne peut pas consommer plus de 10 gigas de mémoire, on ne peut pas consommer plus de 10 GPU, et on ne peut pas consommer plus de 10 gigas de stockage. Okay, donc maintenant, si je regarde ma cluster queue ici, on a bien ma cluster queue qui s'appelle cluster queue, on a bien ma cohorte qui s'appelle product A, et vous voyez que pour l'instant, en pending workload, on en a 0, puisqu'on a encore rien envoyé. Donc, si je résume, on a nos flavors, on a nos cluster queue, maintenant on va créer des local queues. Donc on va créer une local queue de type team A, on va créer une local queue de type team B, puisqu'on a deux équipes dans notre use case, et on va regarder qu'effectivement les local queues ont été créées. Et si je regarde uniquement que la team A, vous voyez que la local queue de la team A est connectée à la cluster queue qui s'appelle cluster queue et qui a 0 pending workload et 0 workload en train de tourner. Si je regarde maintenant ce qui se passe côté, c'était quoi, team A? Côté local queue, même principe, j'ai défini que la local queue est bornée, normée au namespace team A et qu'elle s'appelle LQ team A et qu'elle est connectée à la cluster queue. Okay, donc côté admin, là j'ai fait mon boulot, donc j'ai défini pas mal de choses pour les développeurs, et donc arrive le moment où un développeur va vouloir déployer un job. Et c'est là où je vous montre comment on définit tout ça. Alors, je vous ai dit un job, je vais garder ça comme ça quand même. Un job, c'est on n'a rien ajouté, donc on est vraiment dans le mot-clé job qui n'a pas été modifié, qui n'a pas été altéré. Et donc, on va pouvoir commencer à jouer avec et à envoyer ça directement à queue. Donc, on a un type job qui est de type batch. Okay. En termes de metadata, on va créer un job qui s'appelle sample job team A dans un espèce team A, ici. Et en termes d'annotation, on va l'envoyer dans la local queue team A. Okay. Donc, moi qui suis de la team A, j'ai le droit d'envoyer dans le namespace team A et dans la local queue team A. Et lui, automatiquement, va remonter ça au niveau de la cluster queue. Au niveau des specs, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc on a le nombre de secondes avant lequel le job va être supprimé, le nombre de degrés de parallélisme et de completion, donc on en a 3 dans tous les cas. On peut l'arrêter. Ça, c'est très important pour que queue puisse modifier, arrêter les jobs si nécessaire ou le mettre en pause ou quoi que ce soit. Et en dessous, derrière, on va définir un template, voilà, où je vais lui dire c'est juste un job qui va faire rien, en fait, qui va dormir pendant 30 secondes et qui va consommer 500 milli CPU, 512 MB de RAM. Okay, donc, on est parti, on va appliquer ça dans le terminal. Hop là. Et donc là, on a notre job qui va normalement tourner. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la cluster queue, donc je vais regarder la cluster queue, on a ici un NVIDIA workload qui a été accepté par queue. Et si on regarde dans la local queue, ici,
on a donc un unlimited workload, puisque j'ai le droit d'envoyer mes workloads sur la file locale. Et si je regarde un petit peu mes pods, maintenant, normalement, je devrais avoir mes pods qui ont été lancés. Donc je lui ai dit 3 pods en parallèle. J'ai défini 3 pods en parallèle qui sont en train de tourner sur le cluster. Et donc là, en gros, j'ai fait mon travail. Et normalement, au bout de 30 secondes, ils devraient s'arrêter. Donc ils ont été complétés. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, il faut imaginer le use case où vous êtes sur un gros cluster partagé au niveau de l'entreprise, avec plein de cluster queues et plein de local queues. Et chaque équipe va consommer des ressources sur le cluster. Et grâce à Queue, en gros, voilà, chaque équipe va être priorisée par rapport à ses besoins, par rapport à la disponibilité des ressources. Du coup, la première démo s'est bien passée, ça c'est cool. Je suis content. Du coup, je vous ai dit, on est sur un cluster qui est partagé par tout le monde. Et généralement, évidemment, sur un gros cluster comme ça, on a potentiellement de la production, du staging, des développeurs. Et en gros, si vous envoyez des jobs de production, les jobs de production vont devoir avoir la priorité sur les jobs de développement. Okay, si en gros on a besoin d'entraîner une IA, je ne sais pas moi, GenAI, LLM, en priorité pour de la production ou pour la semaine prochaine, on va envoyer un job qui a une plus haute priorité. Et on peut faire ça avec Queue en définissant de la préemption, ou on peut aussi s'amuser à faire ce qu'on appelle du fair sharing. Et en gros, on est capable d'emprunter des ressources de plusieurs cohortes. Il faut imaginer que vous avez plusieurs cohortes plusieurs ressources pour plusieurs teams, et on peut emprunter des ressources par rapport aux besoins. Le use case, c'est typiquement vous avez une équipe qui est en train de consommer toutes les ressources GPU disponibles, mais vous avez de la disponibilité sur un autre pool qui est à côté, d'accord, donc les GPU qui sont disponibles dans une équipe à côté. Et bien Queue va pouvoir aller emprunter des ressources à côté, mais dans une certaine limite. Okay, normalement, je crois que j'ai défini tout à l'heure une ressource par une ressource. Deuxième démo. Alors, deuxième démo, là, je vais vous montrer un petit peu la notion de priorité. Donc, on va définir 2 notions de priorité. La première, c'est les développeurs, et la deuxième, c'est la production. Donc, en termes de développeurs, on va définir, c'est le job, ça. On va définir une priorité qui a une valeur de 100, okay, donc qui n'est pas prioritaire sur la prod. Et au niveau de la prod, on a défini une priorité qui est de la valeur de 1000, ce qui fait que tous les jobs que vous allez envoyer en production vont avoir l'ascendant sur le reste des jobs qui sont en développement. Donc vous voyez, vous pouvez ajouter des priority classes comme vous voulez, avoir des dev, AI, je ne sais pas moi, researcher, data science ou quoi que ce soit, avoir des priorités différentes et pouvoir jouer avec ça. Une fois qu'on a défini nos priorités, on va redéployer une nouvelle cluster queue qui, elle, va avoir cette notion de priorité-là. Okay, si on regarde un petit peu ce qui se passe, ici, hop là, vous voyez que donc, la cluster queue, elle a rien changé. La seule différence, c'est qu'ici, vous avez une notion de préemption. Et en gros, vous avez plusieurs tactiques de préemption. Ici, j'utilise la tactique de ceux qui ont une priorité moindre ou égale vont être dépriorisés par rapport aux autres. Et les borrow within cohorts, ce que je vous expliquais, c'est qu'on va pouvoir emprunter des ressources sur un autre nœud au sein de la même cohorte qui va avoir une priorité plus élevée. Et même principe, dans l'autre sens, cette file-là va pouvoir donner des ressources qu'elle n'utilise pas à d'autres queues dans d'autres cohortes. Okay, donc j'ai redéfini ma cluster queue. Et en gros, ce que je vais faire ici, je vais démarrer 2 types de jobs. Les premiers, c'est des jobs de type développeur. Donc, vous voyez que en termes de développement, j'en ai ici des pending. Voilà, donc pending and running. Et ici, je vais lui définir en même temps des jobs de production. Et vous voyez ici que si je regarde maintenant ma file d'attente dans la team A, pour l'instant, en gros, on ne voit que des dev jobs. Pourquoi? Parce que y a des dev jobs qui sont en train de tourner. Donc quand même, ils vont finir le travail avant de pouvoir récupérer les ressources. Mais une fois que ces dev jobs ont fini de tourner, normalement, vous allez avoir des prod jobs qui vont démarrer.
puisque la priorité est beaucoup plus haute et beaucoup plus forte par rapport à la dev. Si je regarde au niveau de la définition des jobs, au niveau de la dev, vous avez effectivement des priority classes de type dev priority. Okay, donc là, j'ai défini une classe de dev. Et pour la prod, vous avez des prod priority, ici. Et donc, c'est comme ça qu'on peut jouer à gauche et à droite par rapport aux priorités. Je balade depuis 30 secondes. Pourquoi? Parce que les dev jobs mettent à peu près 2 minutes. J'ai mis 2 minutes à peu près pour pouvoir avoir le temps de vous montrer un petit peu tout ça. Je vais peut-être parler un petit peu rapidement. C'est pas grave. Mais en gros, on va essayer d'attendre un petit peu, même si 2 minutes, c'est très très long, pour montrer qu'on a des jobs de production qui vont démarrer. Je peux vous montrer en attendant les local queues, ici, où en gros, vous avez un workload qui a été admis, donc c'est mes jobs de dev, et un pending workload, où là, c'est effectivement mes jobs de prod qui sont en attente d'avoir de la libération des ressources. Encore une fois, là, je suis en train de faire tourner des jobs, je ne sais pas moi, d'entraînement d'une IA en termes de développement, qui consomment des ressources, donc qui consomment des GPU. Et une fois que ces jobs-là ont fini, normalement, on devrait voir apparaître les jobs de prod. Et je n'aurais peut-être pas dû mettre 2 minutes, parce que 2 minutes, c'est très très long sur scène. Voilà. Donc effectivement, vous voyez que mes 3 dev jobs ont été finis, sont finis, pardon, et que mes jobs de prod ont été acceptés. Donc il y en a 2 qui sont en train de runner, et un en attente, puisqu'on a un dev job ici qui est en train de tourner. Okay, donc vous voyez que vous pouvez définir des priorités en termes de création de workload. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le queue, lui, va s'occuper tout seul de prioriser un petit peu tout ça. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu en démo. Et enfin, la dernière démo qui, pour moi, je la trouve un petit peu magique, c'est une démo que je joue avec ce qu'on appelle Dynamic Workload Scheduler, où, en gros, ça va être une plateforme de gestion des ressources, mais intégrée à GKE. En gros, même principe, typiquement, consommer des ressources, des nœuds avec des GPU et des TPU, ça coûte cher, voire très cher, quel que soit le cloud provider, et on aimerait bien que les machines ne soient pas up and running H24. Parce que, je ne sais pas, moi, ça doit coûter 10 € de l'heure, et 10 € de l'heure, ça coûte cher, surtout si vous avez des centaines, voire des milliers de machines. Donc, en gros, on a un produit qui s'appelle Dynamic Workload Scheduler qui va démarrer automatiquement des nœuds par rapport à des charges de travail et par rapport à des contraintes qu'on va mettre en place. Il faut bien, encore une fois, comprendre qu'on est dans des use cases où on a des ressources qui sont limitées et on ne veut pas consommer le full budget. Et je trouve que DWS, pour le coup, c'est super intéressant. Alors, le principe de DWS, c'est qu'on va mettre en place donc, des admission checks. Et en gros, on va ajouter des critères pour pouvoir démarrer ou arrêter des workloads. Donc, dans un premier temps, on a une admission checks, c'est pas grave. Et d'ailleurs, on aura des provision request config, où là, on va dire à Q, merci d'aller taper l'autoscaler chez Google pour pouvoir créer les machines automatiquement. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire, et on va voir ça juste après. Allez, on est parti. Je vous le remonte une dernière fois. Au niveau de la démo, en gros, c'est là où je crée normalement un deuxième node pool, donc un node pool qui a des NVIDIA T4. Donc, vous voyez que c'est des machines qui coûtent un petit peu cher. Et donc là, ce que je lui ai dit, c'est tu me crées des machines de type N1 standard 8, et tu me crées entre 0 et 10 machines. Ça veut dire qu'au plus gros, je peux avoir 10 machines qui vont tourner en même temps, mais pas plus. Là, aujourd'hui, maintenant, je ne consomme rien et je ne paye rien puisque j'ai 0 machines qui ont été créées. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'amuse ensemble à jouer avec tout ça pour vous montrer un petit peu la puissance de DWS. Donc là, j'ai créé mon node pool. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais ce n'est pas le plus important. Et en gros, je vais créer mon admission check. Okay, qui lui va dire, OK, quand tu vas avoir des demandes de machines, de création de machines, tu vas aller créer ce qu'on appelle un provision request, donc piloter le cluster autoscaler pour pouvoir monter les machines dans NVIDIA L4 et donc du coup avoir des machines pour faire tourner mon workload. Donc ça, c'est mon admission check. Voilà. Donc si on regarde, j'ai bien DWS prov, donc DWS provision. Ensuite, on va créer une provision request config.
hop, si on regarde ensemble, donc la provision request config, je l'ai appelé DWS config, ok, il a été créé. Et si on regarde un petit peu comment ça se comporte, on va lui dire, ok, quand tu vas avoir nvidia.com/GPU dans les jobs, tu vas les balancer non seulement sur le bon node pool, mais en plus tu vas créer les ressources par rapport à par rapport aux contraintes. Donc les contraintes que je lui pose là, c'est que tu vas regarder par rapport à du GPU. Si tu vois du GPU, eh ben écoute, tu vas me créer les machines qui vont bien. Ok. Et enfin, on va créer une cluster queue qui est un petit peu différente. Donc une cluster queue de type DWS. Hop. Donc on va créer DWS cluster queue ici. Donc la fameuse cluster queue. Et en gros, ce que je vais lui ajouter, c'est que à chaque fois qu'on va avoir quelque chose qui va être envoyé dans cette file d'attente du cluster, tu vas aller checker si oui ou non il y a des annotations de type GPU. Et s'il y a des annotations de type GPU, tu vas créer les machines qui vont bien. Donc j'ai ma cluster queue. La next step, c'est de créer des local queues. Ici. Hop. Et même principe. Donc j'ai ma local queue DWS qui va pointer sur ma cluster queue DWS. Et le principe, c'est que, tic tac, tic tac, ici, donc elle pointe sur la cluster queue. Okay, donc la local queue, elle n'a pas grande différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. La seule chose, c'est que la cluster queue, elle, va avoir une admission check qui va regarder les GPU. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à envoyer des jobs. Et comme ça prend un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, j'ai créé un job DWS. Ici, si on regarde, je lui ai demandé de me l'envoyer sur les NVIDIA T4S, qui est mon node pool, donc avec mes GPU. Et si je regarde mon DWS batch job ici, hop, et hop. Donc ici, je vais tout la même chose que tout à l'heure, hein, je n'ai rien changé. La seule chose, c'est que je lui ai dit, tu me l'envoies sur le node pool qui s'appelle NVIDIA T4S. Donc déjà, je lui target un node pool différent. Et ici, je lui dis, tu as besoin de 1 GPU. Okay, donc automatiquement, ce que va avoir, c'est qu'il va avoir un GPU demandé. Il va passer ça dans la provision check, qui va regarder si la node pool a des machines disponibles. Sinon, il va en créer. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble tout ça. Alors, ça prend à peu près 10 minutes à créer. Donc, le job a été accepté, okay, mais il n'a pas encore été provisionné. Okay, ça veut dire que là, pour l'instant, Q a demandé à AWS de provisionner des machines pour faire tourner mon job, puisque j'ai mis GPU, et ça prend à peu près 2 minutes, donc ça ne devrait pas tarder à apparaître. Et si on regarde pour l'instant les nœuds, donc pour l'instant j'ai bien mes 3 nœuds par défaut donc dans mon node pool principal, et vous allez voir que quand j'aurai fini de broder encore 30 secondes pour que ça monte, vous allez voir que une nouvelle machine qui aura démarré et qui aura mon GPU et qui pourra justement faire tourner mes jobs. Okay, donc au niveau de la provision request, elle n'est toujours pas provisionnée et j'espère que ça va aller vite si je ne vais pas attendre 3 heures. D'ailleurs, on peut voir en même temps ici, hein, c'est la même chose, mais différentes vues. Donc ici, on a toujours 0 nœud, ce qui est un petit peu inquiétant. Mais en gros, vous allez voir, ça va fonctionner. J'y crois très très fort, sinon c'est l'effet démo. C'est la démo que je préfère le plus en plus. Donc, voilà, on va attendre un petit peu. Entre-temps, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que depuis tout à l'heure, là, je vous parle de job set. Okay, c'est l'écosystème job qui existe. Il faut savoir que sur Q, on a étendu le job à plusieurs frameworks. En gros, un des frameworks les plus utilisés en AI en ce moment, c'est Ray. Et donc, on a un support de Ray, ce qui veut dire que si vous envoyez un job Ray avec Q et DWS, vous pouvez faire des choses comme ça, monter des nœuds, monter des clusters automatiquement. Et du coup, on supporte PyTorch, TensorFlow, enfin plein de frameworks. C'était au début, je ne me rappelle plus trop. Du coup, 2 minutes 30, ça va. Ça a été provisionné. Okay, donc si je regarde mes nœuds, ici, normalement, j'ai un nouveau nœud qui est apparu il y a 10 secondes avec des NVIDIA T4S. Donc si je refresh ici, on va avoir aussi mon nœud qui est apparu ici. Et si je regarde mes pods maintenant,
en gros, donc j'ai bien mon sample job qui est en train d'attendre, puisque la machine est en train d'être créée, et une fois qu'elle sera créée, le job sera envoyé et le traitement pourra se faire. Moi, c'est la démo que j'aime le plus, puisque dans des use cases de type contrainte de ressources ou contrainte de budget, on est capable d'avoir une plateforme qui est prête standard pour tout le monde, en disant voilà, j'ai mon cluster avec tous mes node pools, on-demand, spot, GPU, TP, etc. Je les ai configurés et maintenant je le donne aux équipes et c'est automagique et ça se monte tout seul et ça se détruit tout seul. Et moi, j'aime beaucoup tout ça. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on a des use cases, on a des clients qui sont intéressés par faire des entraînements sur plusieurs zones géographiques, ne serait-ce que typiquement on est en Europe et on est en France. En France et en Europe, on a la GDPR, on a la souveraineté. Donc entraîner un modèle d'IA avec des données qu'on ne peut pas faire sortir de France, c'est un bon use case. Et donc du coup, on va pouvoir avoir un espèce de manager de queue qui lui va contrôler des node pools sur différentes zones, que ce soit par exemple en Amérique, en Europe, en Asie. C'est encore en alpha, puisque Q est environ en version 0.8.1, donc c'est assez récent. Mais on a déjà des clients qui sont intéressés pour faire de l'entraînement distribué sur plusieurs zones. Alors la démo s'est bien passée, nickel. Voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu sur Q. Je pense qu'il nous reste à peu près 15 minutes de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose un petit QR code pour me faire des feedbacks sur OpenFeedback. C'est la première fois que je joue ce talk sur une grande scène, donc n'hésitez pas à me faire un retour. C'était bien, c'était nul, c'était fouillis, manque de démo, quoi que ce soit. Tout retour est bon à prendre. Et je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour les questions.